Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Merci de votre fidélité pour ce plateau Entretien Brut. Et ce plateau, évidemment, comme vous le savez très bien, passer en revue l'actualité malienne, régionale et internationale, faire un coup de projecteur, avoir aussi évidemment un invité, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on aura un invité et pas des moindres qui viendra un petit peu parler avec nous. Donc, comme vous le savez très bien, j'ai toujours deux chroniqueurs avec moi, pas des moindres, pour dire mes acolytes qui sont toujours là avec moi pour pouvoir décrypter l'actualité. Et je sais qu'ils en ont pas mal de dossiers sous la main. Alors, le premier chroniqueur, c'est Monsieur Oulé, Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant des médias Guinée. Moussa, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, alhamdoulilah. Tu as beaucoup cherché? Tu as les gros dossiers? Oui, on va faire des grosses révélations. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Alors, le deuxième chroniqueur, chers téléspectateurs de Mandé TV, c'est M. Idrissa Keïta, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité Mali, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Idrissa, bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Dieu merci, ça va. La fête s'est bien passée, Ivoirienne, s'est passée assez rapidement. Bon, on est sorti du deuil, la vie reprend son cours. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, encore paix à son âme, hein. C'est ainsi les choses. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, le thème pour ce plateau d'aujourd'hui, pour ce décryptage d'aujourd'hui, est le forum sur la sécurité en Afrique et l'actualité. Et pour ce forum, pour commencer, pour aller dans le vif du sujet, on a le discours du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il a fait un sacré discours où il a fait un diagnostic assez éclairé de la situation en Afrique, sécuritaire en Afrique, notamment dans la zone du Sahara. Il a un petit peu fustigé, en tout cas moi, c'est l'analyse que j'ai pu faire, la CEDEAO, sans vraiment nommer, mais on a tout de suite compris. Et pour finir son discours, il a fait un appel à la jeunesse. Un appel quand même qu'on peut dire salutaire. Moi, je peux donner tout de suite un ticket vert pour cet appel-là. Maintenant, chers collègues, qu'est-ce qu'il faut attendre après de ce forum? Est-ce que ce forum va vraiment donner du positif, un réveil, un coup de fouet à nos dirigeants, notamment sur la situation sécuritaire dans le Sahara, en Afrique et tout? J'aimerais bien que vous puissiez nous avancer vos impressions, votre analyse. Je commence par vous. Ok. Je tenais d'abord à vous remercier et je salue nos téléspectateurs d'Afrique et même de Russie. Hein. Donc, ce sommet, pour moi, tout d'abord, c'est une suite logique du dernier, qui lui vraiment portait sur les questions politiques. Et cette fois-ci, il porte sur les questions sécuritaires. Et aussi, de fait, il y a quand même un facteur qui a provoqué aussi un peu, ou qui a boosté ce sommet, c'est le coup d'État au Niger. C'est pendant que les chefs d'État africains étaient avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qu'il y a eu le renversement du pouvoir. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est le président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu à faire des révélations face au président Poutine en lui disant qu'il a reçu des appels des présidents de la CEDEAO qui se sont plaints envers lui, sa personne et celle du président de Russie pour être à l'origine du coup d'État. Donc déjà, les questions militaires et sécuritaires ont pris forme. Et j'oublie pas aussi que la Russie est mise en avant en Afrique ces dernières années sur une seule chose, les questions sécuritaires. On voit les armements, la logistique militaire qui est mise à disposition, qui est médiatisée à outrance. Et jusqu'à ce qu'on parle du slogan de l'armée qui monte en puissance, même si maintenant le nouveau slogan c'est la peur a changé de camp. Et aussi, on parle de la milice Wagner. Wagner quand même c'est une entité sécuritaire. Donc c'est dire qu'au plan sécuritaire, la Russie est déjà visible. Et ce n'est pas qu'au Mali, c'est dans plusieurs pays. La Russie est donc visible, la Russie entreprend beaucoup de choses. Donc il était quand même logique aussi de réunir tous les acteurs concernés
pour pouvoir canaliser ce qui est fait ou ce qui doit être fait. Enfin, ce que je voulais dire, il n'y a pas mieux qu'un militaire pour expliquer ces choses-là. Je suis de ceux qui pensent qu'il est toujours bon d'avoir un militaire à la tête du ministère de la Défense, même si c'est très sensible. Certains chefs d'État eux-mêmes sont ministres de la Défense, ou parfois on me dit que les meilleurs ministres de la Défense, ça a parfois été des civils. Mais je me dis que pour particulièrement le Mali, le colonel Sadio Camara garde, élément de la garde nationale bon tel qu'il est, qui se retrouve au sommet de l'État, qui se retrouve aussi à conduire à sa manière la programmation militaire. Il reste quand même un interlocuteur indiqué pour situer ces questions-là. Et enfin, comme je l'ai dit, c'est quand même avec la Russie. Beaucoup le disent ici, hein, la Russie ne peut pas développer un pays, ne peut rien faire. Parce qu'on ne l'a pas vu sur certains secteurs. Mais je crois que sur le secteur quand même des armements, là, il n'y a rien à dire. D'accord. Moussa? Oui, sauf si moi, je n'apprécie pas son discours. Vous savez, on a vu Choguel So, on a vu encore le ministre porte-parole du gouvernement, colonel Ablai Maïga aussi, dans le ferveur de ce genre de discours de choses nationalistes. Et on a vu aussi le Premier ministre d'ailleurs qui sort chaque fois et qui nous parle aussi le même discours, le même langage. Et le colonel Semi Goïta aussi la même chose. Donc, vous savez, ces gens-là veulent nous prendre, je ne sais pas, en partie, nous endormir parce que c'est l'aspiration du peuple. J'ai toujours l'habitude de dire ici sur le plateau. Parce que nous avons l'aspiration, nous voulons la liberté, nous voulons la dignité. Maintenant, à chaque fois, ils veulent nous faire partir sur ce terrain. Mais en oubliant que le peuple souffre. Il faut se dire la vérité. Donc maintenant, vouloir tenir ce genre de discours-là en Russie, maintenant, qu'est-ce que ça va apporter aux Maliens? Parce qu'aujourd'hui, il faut voir les conditions dans lesquelles nous vivons. Il faut tenir compte de ça là. Mais il ne s'agit pas parce que Sadio Camara est allé en Russie, il a dit ceci, il a dit, bon, maintenant, contre la CEDEAO, tout ça là. Et tout ce que, c'est pas ça que les Maliens mangent. Tout ce que nous mangeons là, il faut qu'il aille chercher ce qui est bon pour le peuple. Mais aller dire le discours, je ne sais pas, devant n'importe, même devant Joe Biden, ce n'est pas ça qui va changer le pays. Et ce qui est vrai, et s'il tenait ce discours-là, maintenant, donnez-nous les ingénieurs, on a ça, on a des millions, on a le Mali a plus de 12 millions d'hectares de terres fertiles cultivables. Mais est-ce qu'il y a un discours qui a dit que non, la Russie, maintenant il faut changer le mode d'investissement de développement en Afrique? Venez avec les ingénieurs, venez avec les grandes firmes riches pour s'installer ici au Mali, pour que maintenant des millions de Maliens aussi qui vivent au seuil de la pauvreté puissent bénéficier aussi du développement. Mais allez dire, puisque le Mali est comme ça, le Sahel était comme ça. Maintenant, tout ça là, nous, les Maliens, on va dire que oui, c'est comme ça. Et le lendemain, tu n'as même pas le prix de monnaie à la maison. Mais ça c'est quand même, je ne comprends pas. Et il faut que les Maliens aussi se réveillent enfin. Ces discours nationalistes-là, on n'en a pas besoin. Cette tournée a tenu pendant plus de 25 ans. Et avec le même discours, ça n'a pas amené la Guinée là où la Guinée a bon, maintenant, aujourd'hui, moi, quand même, c'est que moi, je vais quand même conseiller aux Maliens, aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Il faut que nous sortions dans ce genre de discours. Il faut que nous réclamons, si nous voulons une dignité, nous voulons une liberté, et que cette dignité et liberté-là soient accompagnées par un développement. Et une dignité, pas d'accompagnement, de développement, ce n'est pas une dignité. Tu seras toujours maintenant à la sorte des gens et tu vas toujours commander les gens. Donc maintenant, vouloir dire que nous avons, la CEDEAO a fait ceci, cela. Maintenant, ce n'est pas devant les Russes qu'on va juger la CEDEAO. Là, quand même, là, je m'inscris en faux, mon colonel. Il n'a pas, c'est-à-dire, ce discours-là n'a pas d'intérêt devant les Russes que la CEDEAO a fait ceci, cela. Il faut tenir ça là, ici au Mali. Il faut organiser des débats, maintenant des confrontations, maintenant essayer de tuer ce que la CEDEAO fait contre le Mali. Mais devant les Russes, c'est une sorte de commander parce qu'il y a 1000 manières pour commander les gens. Le Mali a été, depuis le coup d'État, le Mali a été malmené, le Mali a été sanctionné, le Mali a été... Ceci, c'est une façon de dire aux Russes. Donc il faut nous donner quelque chose parce qu'il n'y a pas quelque chose dans le panier de la ménagère. Donc maintenant, il faut dire au colonel,
Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, ce discours-là n'a pas raison d'être en Russie. D'accord, merci beaucoup. Je veux rebondir rapidement. Mais c'est vrai que vraiment, aujourd'hui, même dans les débats, les discussions, ça doit changer, effectivement. Quelque part, je rejoins quand même Moussa et ça pour une fois, hein, même si on sait que ça non, ça sera plusieurs fois. Ça ne dure pas longtemps. Ça sera plusieurs fois. Donc, il a fait un bon discours, assez politiquement correct, si on peut dire les choses. Mais aujourd'hui, on a besoin des discours probants, des discours où on pose des choses assez terre à terre. Mais ça, c'est la deuxième édition par rapport à la première. La première, il y a une année de cela, on a quand même vu quelque chose qui a pu se faire sur le plan sécuritaire. Et Moussa, pour rappel, ici aussi, c'est un forum sur la sécurité en Afrique. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre avec le sommet. Mais n'oubliez pas aussi, toute sécurité dépend de la sécurité alimentaire aussi. Alimentaire, mais voilà. On a fini avec c'est la sécurité. Bon, pour l'instant, je crois qu'on a encore les céréales en réserve. Donc, entre-temps... Céréales à donner, commander, céréales aux fruits, donc ça, c'est quand même... D'accord. On a compris ton coup de gueule quelque part. Alors, Idrissa, vas-y. En fait, il faudrait que mon compère sache que quand ces réunions-là se font là, mais c'est pour avoir quelque chose. Quand ces réunions-là se font là, c'est avec un allié, c'est avec un partenaire qui pendant 2 ans fait des choses pour lesquelles le Mali s'est retrouvé maintes fois sanctionné. Le même Sadio Camara, 3 jours avant le sommet Afrique-Russie politique. Qu'est-ce que la Russie a fait ici là? Parce qu'il ne faut pas engendrer d'abord... Non, ce que vous devez savoir, M. Traoré, ce que vous devez savoir, je vous le fais savoir. Pendant 2 ans là, nous sommes derrière les... Qu'est-ce que la Russie a apporté au Mali? Depuis que Wagner... On a acheté les armements. Depuis que Wagner a commencé à émerger, oui. Je vous informe, oui. Tous les communiqués de la CEDEAO, oui. Il y a toujours une rubrique qui fait allusion à Wagner. Il y a toujours une rubrique où la CEDEAO met en garde oui. contre les sociétés militaires étrangères. Oui. Non, donc, moi je ne parle pas de la CEDEAO. Non, vous avez eu à parler de la CEDEAO. Vous avez eu à dire... Bon, la Russie, ce qu'elle a eu à apporter... Moi, officiellement, absolument. Ce qu'ils disent, l'armée monte en puissance. Quelle puissance? L'armée a libéré combien de kilomètres? Par contre, ce que je constate, comme beaucoup de compatriotes, de Maliens et nos spectateurs, c'est que quand même, l'insécurité prend de l'ampleur. Moi, j'ai toujours eu à le dire. Quand moi, j'interpelle l'État, je n'interpelle pas quelqu'un d'autre, j'interpelle le vice-président chargé des questions sécuritaires que fut le président actuel Assimi Goïta. 3 ans après, on voit que ça ne va pas. Mais depuis peu, j'ai été sur le terrain et j'ai constaté que de plus en plus, quand la MINUSMA se retire, passe un camp, en même temps l'armée s'y installe, en même temps elle s'installe avec les troupes russes. Attention, la CEMA aussi parle, parce qu'il y a des grands actuellement. Oui, mais je vais vous donner la raison. Pourquoi est-ce que la CEMA, en tout cas à mon entendement des conclusions que j'ai, c'est parce que on aurait dû aller vers ce qui s'appelle l'armée reconstituée. Si on était allé vers l'armée reconstituée, il n'y aurait pas eu un clash frontal entre CMA et FAMA. Ah, mais est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui? Il y aurait eu un noyau commun. On ne risque pas aujourd'hui des mariages entre les rébellions et la CEMA. S'il vous plaît, comme je l'ai dit, si vous voyez que actuellement certaines choses se passent qui vous surprennent ou qui surprennent beaucoup, c'est pas autre chose. L'armée reconstituée, ça devait être un noyau, ça devait être un consensus. Il n'y aurait pas eu de bruit. Des éléments de la CMA y seraient, des éléments des FAMA y étaient. Mais pour des questions de grade, pour diverses raisons, la chose a capoté depuis plus d'1 année. Donc évidemment, l'armée ne va pas rester éternellement là à observer le territoire occupé. Et il est clair que si l'armée avait appelé quelqu'un pour qu'elle soit aidée et qu'il y a eu des divergences jusqu'à ce que l'armée parte, c'est qu'elle-même, elle veut s'assumer. Est-ce intelligent ou pas? Je ne saurais le dire. Donc pour en revenir au sommet, je le répète encore, c'est bel et bien l'occasion de le dire. La CEDEAO, dans tous ses communiqués finaux, fait toujours allusion à Wagner. Et tout le monde sait que le propriétaire de Wagner est un pion du président de la Russie. Mais comme je le dis, après les enjeux politiques, les enjeux sécuritaires sont à mettre en avant. Parce que ces dernières années, si vous voyez qu'il y a assez de bruit, et justement la CEDEAO fait ce bras de fer avec ses 4 militaires du Niger, du Burkina, de la Guinée et du Mali, c'est justement parce que ça devient un fléau, ça commence à se propager. Même dans la foulée même du coup d'État du Niger, des informations nous sont parvenues pour dire qu'en Sierra Leone, il y avait quelque chose. Donc pour moi, ce sommet, il a sa raison d'être. La Russie
a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et puis n'oubliez pas que avec cette affinité avec la Russie, beaucoup de pays ont arrêté leur coopération militaire. Et même si ces pays-là peut-être apportaient des contributions, distribuaient des armes, faisaient certaines choses, c'est clair que ces pays-là vont l'arrêter. Donc il est clair aussi que ces nations-là qui se disent souveraines vont se retourner vers l'allié russe pour pouvoir renforcer leurs capacités. D'accord, merci. Je pense que ce dossier, on va le clore. C'était bien, le message est passé quand même. On va aller avec un autre dossier national toujours. Il s'agit de la FEMAFOOT. La Fédération malienne de football, depuis des années, ça patauge, ça avance, ça n'avance pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des dirigeants, il y a des comités, il y a des footballeurs surtout. Et actuellement, il y aura des élections très prochainement. Et patatras, on a une information comme quoi le président actuel se retrouve sous les verrous. Donc maintenant, il y a aussi un candidat, pas des moindres, Salah Babi, qui a fait récemment une sortie lors d'une conférence de presse qui annonce carrément, pour citer ce qu'il a dit, le peuple malien sera soulagé pendant notre mandat. Et moi, je l'ai retenu, je me suis accroché à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment lire entre les lignes ou bien il faut juste lire simplement? Ça veut dire quoi? Ils ont évidemment avancé beaucoup de points. Le programme avancé, je trouve, je ne suis pas une superbe experte en football, en tout cas pas encore pour l'instant, peut-être ça viendra. Pendant la CAN, hein? Pendant la CAN, oui, pendant la CAN, ça c'est tous les Maliens. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes allé piocher, vous avez quoi sous la main? Monsieur Moussa. Moussa. Ok. L'autre jour, j'avais dit ici que il y a un adage qui dit toujours on se réjouit pas de la mort de sa coépouse, mais on se réjouit quand même de son humiliation. Là, quand même, ça, c'est sûr. Le défunt de Bavier, quand il lance cette phrase, il se voit déjà présidentiable, il se voit déjà à la tête de FEMAFOOT. Donc, j'avais dit l'autre fois que est-ce que le Salah Babi n'a pas une part de responsabilité de la captivité de Bavier, à part Koulouba, peut-être pour envenimer aussi la situation, et il pouvait encore travailler de façon souterraine pour essayer enfoncer de plus, parce que tous les moyens sont bons pour être au pouvoir. Donc maintenant, vouloir lancer pendant notre magistrature ou pendant notre présidence, cela veut dire qu'il n'y a pas de président, ou il n'y aura pas de président à la tête de cette fédération, sinon que lui. Donc il sera à la tête de la fédération, et l'autre là est déjà disqualifié, puisqu'il est avec la justice. Mais c'est pourtant en cours, ça. Oui, non, mais on ne sait pas, parce que après, si le jugement est lieu, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la loi ne va pas interdire l'autre de retirer sa candidature? Mais justement, tant que le jugement n'est pas fait, il y a une présomption d'innocence. Oh, une présomption d'innocence là, parce que jusqu'à quand... Donc, il ne faut pas aller activement. Donc, mais pourquoi? Parce que lui aussi, il est allé activement. Parce qu'il dit que pendant notre magistrature, ou pendant notre présidence. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'autre est déjà disqualifié. Tu me permets? Ça c'est obligatoire. Donc, mais il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Et s'il lance ce mot et cette phrase, et ça montre réellement il est d'une mauvaise foi, ou bien il en sait quelque chose de ce qui se passe. Moi j'en sais quelque chose sur ça là. D'abord, cette phrase est normalement un soulagement. Parce que depuis qu'on a annoncé les élections de la FEMAFOOT, même si au départ il y avait 4 listes, on s'est retrouvé quand même avec 2 listes. Le remake de la dernière finale. Salah Babi, VS, Mamoutou Touré dit Bavieux. Sauf que, vous voyez, la liste de Bavieux est finalement retenue. Moi j'ai eu un dossier sur ça. Je suis allé aux nouvelles parce que dernièrement j'étais quand même dans la région de Ségou. Et qu'est-ce que j'ai découvert? En tout cas, officiellement, pourquoi est-ce que la liste de Salah est de côté? Pour pouvoir être candidat, il y a aussi le système de parrainage. Et ça, il faut aller vers les clubs.
Au niveau de Koutiala, il y a un club vers lequel Salah Babi est parti. Mais qu'est-ce qui se passait dans ce club? Le président, si vous voulez, du club était un président dormant. C'est-à-dire il est président, mais il n'était pas très actif, très visible. C'est vraiment le Ségal qui était au devant de tout et de tout. Et au moment justement de ces candidatures-là, Salah est venu vers ce club et a composé avec le secrétaire général. Le président n'étant pas démis, le président étant toujours en poste. Aucune AG extraordinaire spéciale ne l'a démis. Donc lui, il est encore là. Donc il a eu à signer son parrainage avec ce secrétaire général-là, qu'il a introduit dans son dossier au niveau de la FEMAFOOT. Alors que le président qui est toujours là, qui n'a pas été déposé, lui est plutôt rentré en contact avec Bavier et a signé le parrainage. Le président n'étant pas démis, c'est sa signature qui prévaut. C'est lui qui engage le club. Donc, finalement, ce qui a été fait par le secrétaire général, si vous voulez, n'a pas été considéré... C'est caduc. Voilà, caduc. C'est ce qui a fait tomber, en fait, la liste de Salah. D'accord. C'est la raison pour laquelle la liste de Salah est non partante. Maintenant, pour ce qui est de Bavier, le président sortant, tant que le jugement n'est pas fait, ou n'est pas fait avant les élections, on ne peut pas encore parler de disqualification de sa liste. Pour moi, attendons de voir. Mais il est sous mandat de dépôt. Non, qu'il soit sous mandat de dépôt, il y a la présomption d'innocence. Vous savez que quelque chose est définitif que quand il y a jugement. Donc il peut être nommé étant déposé. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. On ne veut pas un président quand même qui... Bien sûr. C'est quand le jugement est fait, le verdict tombe, là c'est définitif. Le jugement n'est pas encore fait. Il faudrait d'abord qu'il y ait jugement avant élection. Là c'est clair que ça change tout. Cette décision de justice devra annuler le processus et ça là pourra avoir sa chance. Mais en l'état, tant que le jugement il n'est pas fait, et tant que Salah n'arrive pas à démontrer, ou qu'il n'y a pas une assemblée extraordinaire à Koutiala pour déposer ce président-là et donner engagement au secrétaire général, Salah pour le moment il est out. Donc cela veut dire que les deux là sont out, on va emmener encore... Pas encore, la liste de Bavier est court, on verra. En tout cas, le dossier FEMAFOOT, ça suit son cours. On va garder l'œil là-dessus. Affaire à suivre. Le prochain dossier, assez rapidement, juste en truc, c'est par rapport au reconditionnement, entre guillemets, pour dire nomination à Koulouba, qui s'est passé récemment avec Salif Keïta, quelques anciens ministres qui sont là-bas. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est d'abord le syndrome d'Alpha Condé. On ne laisse pas tout le monde. On peut vous laisser aujourd'hui. Demain, on va vous prendre encore de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Assimi a dû laisser certains ministres là. Et puis, après, on les voit encore gratifiés à la présidence comme les conseillers spéciaux. Et avec Salif Keïta, peut-être on s'entendait. Et d'ailleurs, ça pourrait être raison pour laquelle il a démissionné du CNT. Parce qu'il a démissionné sans donner. C'est la raison évidente. Puisque moi, je me rappelle très bien, quand Mamadi Doumbouya était venu ici, on est allé à Koulouba, Salif Keïta était ce jour-là, comment dirais-je, à Kourémali, lors de la semaine artistique et culturelle qu'il a organisée. Et le président a dépêché un véhicule spécial à la présidence d'aller prendre Salif Keïta à Kourémali et de revenir. Et ce véhicule est parti et revenir, ça n'a même pas fait 30 minutes. Salif Keïta était venu, donc pour donner l'acoustique maintenant à son invité Mamadi Doumbouya et chose. Donc maintenant, je connais l'importance de Salif Keïta dans cette gouvernance. Et puisque, bon, il a dit abandonner tout, Salif Keïta avait 700 concerts par an avec l'international. Mais aujourd'hui, Salif Keïta a abandonné tout. Donc en suivant la politique d'Assimi Goïta. Et quand je vois le même Salif Keïta démissionner du CNT, moi je me disais que non, ça c'était du folklore, c'était des balvernes devant moi. Mais quand même, le temps m'a donné raison. Et ça n'a même pas fait une semaine, le même Salif Keïta est nommé comme conseiller spécial à la présidence chargée de la culture. Donc cela veut dire que on aurait dû dire à Salif Keïta démissionner de ton poste et on va te donner encore, on va te nommer à la présidence. Donc tout ce que j'ai eu à dire, Salif Keïta ne pouvait pas, Salif Keïta que je connaissais, qui aimait tellement gouverner, c'est un Keïta. Donc vouloir démissionner, oui, non, ça, attention. vouloir démissionner du CNT, comme ça là, sans donner raison valable,
Et je me disais que non, ça c'était impossible. Mais aujourd'hui, quand je vois aussi la nomination, je me disais que non, ça c'était quelque chose qui était cassé. Les raisons personnelles là n'étaient pas raisons personnelles. Peut-être c'était une négociation, le poste qu'il allait occuper à la présidence. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Mais sauf si que je vois Assimi Goïta toujours dans cette idée, comment dirais-je, de s'éterniser au pouvoir. Il faut se dire la vérité. Poser ses bases, maintenir les mêmes personnes pour pouvoir dire que Assimi c'est le meilleur président du Mali. Et il n'y aura pas d'élection, ou bien il y aura même des élections de bourrage, de hold-up électoral, tout ça là, Assimi va passer maintenant à un premier tour. Et qu'on aura un président comme Assimi, et Assimi sera toujours au Mali. Je vois ce chemin-là se dessiner, mais attention quand même, peut-être il y aura une surprise à la longue. D'accord, Idrissa. Moi, j'ai carrément un dossier bilan à faire sur cette question. Je le dis et je le répète, Salif Keïta n'a pas besoin de poste. Les émoluments de conseillers ou de députés nommés ou membres du CNT, là, par rapport à son cachet d'artiste, il n'y a pas photo. Salif Keïta se rend utile à son pays. Salif Keïta, c'est 50 ans de carrière depuis sa retraite. Or, il a pris sa retraite il y a près de 7-8 ans. 1. De 2, Salif Keïta, vous devez savoir une chose. Au CNT, l'Assemblée de la Transition, il n'y a pas de cumul de postes. Avant Salif Keïta, il y avait un colonel Diarra qui était dans la commission défense, qui a été nommé à l'entité en charge de la lutte contre la prolifération des armes légères. Il s'est retrouvé entre les deux postes. On lui a rapidement dit, soit il abandonne son macaron, soit il l'intègre. Il a abandonné, il a intégré. Le CNJ, le président d'alors, Amadou Diallo, était membre du CNT, était à la tête du CNJ, Conseil national de la jeunesse. On a dû lui dire la vérité, faire un congrès pour le déposer, pour qu'il abandonne. Au CNT, il n'y a pas question de cumul de postes. 1. Et comme je l'ai dit, quand quelqu'un va, quelqu'un part, ça n'engage que lui. Quand Salif venait au CNT, quand le monde de la culture le désignait... dire qu'il n'a pas besoin de poste, là, non, ça aussi c'est trop dit. Non, moi je connais Salif Keïta, attention. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, ce que je vais vous dire, il faut savoir de qui on parle. Oui. Salif Keïta, c'est quelqu'un qui a vers les 80 ans. Salif Keïta a fait toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fait le tour du monde, s'il vous plaît. C'est quelqu'un aussi qui est en train de faire le tour du monde pour commander le président. Attention. Non, s'il vous plaît. C'est quelqu'un... J'ai raison, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde. Oui, il est allé en Guinée. Il est allé en Guinée, il a donné 5 000 francs au président de la transition. Ouais, le 5 000 symbolique. Au retour, moi, Doumbouya a donné 100 000 $. Avez-vous la preuve? Oui, c'est la preuve. Attention, il a été aussi à Cancan. Il n'a pas été reçu par la maman du président de la République. Vous savez, je vais continuer. Attention, je vais continuer. Je sais de quoi je parle. N'oubliez pas que la Guinée, c'est chez Salif Keïta. Oui. Il a été relevé aux yeux du monde à travers Mandjou et il avait son orchestre là-bas, les ambassadeurs. Oui. Donc, il est chez lui à la maison. Ensuite, ce que je voulais dire, il n'y a pas de cumul. Salif n'a rien à prouver, n'a pas besoin de poste. Si. Et je le répète encore. Il s'est présenté aux élections présidentielles ici. Son cachet, c'est Gimba qui s'est présenté aux élections présidentielles. Prière de ne pas confondre. Le cachet d'artiste de Salif Keïta, artiste international, n'a rien à voir avec les 2 millions que reçoit un député élu ou nommé au Mali. Ensuite, ce n'est pas la première fois que quelqu'un fait ces deux sens. Je peux vous citer par exemple l'ancien ministre de l'énergie Franck Ali, qui était ministre de l'énergie, qui s'est retrouvé à la présidence, conseiller spécial, et après qui est revenu en 2020, député et à la tête de la commission énergie. Aussi, je vous cite dans le sens inverse, Maître Kassoum Tapo, qui était conseiller aux affaires juridiques, Maître Ismaël Konaté, qui était aussi là-bas, qui se sont après retrouvés ministre de la Justice, ministre des Droits de l'Homme. Alors, sauf à la différence que ce sont la plupart du temps des personnes qui ont une coloration politique. Hein. Juste la remarque que je voudrais faire ici. Oui, mais au-delà de ça, là, nous parlons, à exception fait de Kassoum Tapo, qui peut-être lui a une coloration politique, et Franck Ali, Ismaël Konaté, ce n'était pas le cas. Miss Kamisa Kamara, elle aussi, ce n'était pas le cas. Elle était conseillère à la présidence et elle s'est retrouvée. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit? Je remarque un recto verso qui m'a beaucoup fait sourire. J'avais dit sur ce plateau que le départ quand même de la ministre de la Santé, Djamilatou Sangaré, m'avait beaucoup frustré. Parce que pour moi, elle est tombée du fait des syndicats qui ont créé un bras de fer pour la mettre en minorité. Okay. Sinon, elle a plus de 20 ans de carrière dans la santé, dans la sécurité sociale, elle s'y connaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Djaminatou est ministre de la Santé, se retrouve à mener des actions avec Madame Badialo, la colonelle,
qui, elle, est conseillère santé auprès du chef de l'État. Et Badialo se retrouve au gouvernement à la place de Diamé. Sauf que maintenant, c'est Diamé qui remplace maintenant Badialo. Donc là, je crois que le président, il est à jour. Ces deux personnes qui ont eu à travailler pendant ces 2 dernières années, qui se connaissent parfaitement. Diamé est dans son secteur, elle peut apporter quelque chose. Salif Keïta, c'est logique. Toute sa vie, ça n'était que la culture, pas autre chose. Il a quelque chose à apporter. Et enfin, Madame Dédéou Traoré, dont vraiment le départ a fait polémique, elle aussi, elle se retrouve là-bas. Et mieux, au-delà des questions de l'éducation, les questions syndicales, elle pourra orienter le chef de l'État. Parce que quand le front social va s'enflammer, il est clair que d'une manière ou d'une autre, Dédéou sera maintenant là-dedans, aura sa médiation. Et ne sois pas surpris quand tu vois maintenant Salif Keïta battre le pavé là ici pour faire la campagne pour Assimi Goïta. Il faut pas. C'est son choix, c'est un citoyen. C'est son choix, c'est un citoyen, il peut militer. Salif aurait dû jeter une enveloppe là-bas en Guinée, peut-être que ça aurait mieux en devise ou en CFA? En CFA, bien sûr. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, voilà, on ferme cette parenthèse de dossier. Comme je vous l'annonçais en introduction, on a un invité. Il s'agit de M. Daba Diawara, ancien ministre et homme politique qu'on reçoit sur le plateau d'Entretien Brut. Alors, notre invité, M. Daba Diawara, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci. Homme politique, ancien ministre, il a occupé pas mal de postes, il a travaillé notamment sur les réformes institutionnelles et tout. C'est pas des moindres, un ministre de la réforme de l'État malien dans le temps, un très bon ministre. En tout cas, un monsieur qui a un bagage intellectuel. Il serait intéressant pour nous, par exemple, on a pu voir et travailler sur notamment les projets de nouvelle constitution dans les pays africains, quel bouleversement, et tout ça, il serait intéressant de voir ça, notamment sur le Gabon. Idrissa, vous avez travaillé sur le Gabon? Si, effectivement. Donc, monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue pour ce face à 3. Merci bien. Et j'espère, je lance aussi un appel à tous nos téléspectateurs et à toutes les personnalités qui nous suivent, que nous allons lancer l'appel à d'autres, et d'autres aussi devraient nous solliciter, nous sommes ouverts. Donc, monsieur le ministre Daba Diawara, on a toujours parlé de troisième mandat. Troisième mandat. Dans la tête du citoyen lambda, le troisième mandat incarne la révision constitutionnelle. Mais moi, le point que je voulais toucher, c'était l'Afrique centrale. Précédemment, au Gabon, le président Ali Bongo, lui, il a eu à faire une révision constitutionnelle où, désormais, il n'y a plus de mandat. Et il l'a fait il y a moins de 3 mois. Hein. Il y a moins de 3 mois, où il n'y a plus de mandat. Dès le premier tour, le vainqueur, quel que soit le taux, est le président. Et encore que c'est des mandats illimités. Moins de 2 mois après, c'est la République centrafricaine qui suit le pas, et ça je l'avais dit à certaines tribunes, même sur ce plateau, qui suit désormais le pas. Et là, le président Faustin Archange Touadéra a carrément convoqué le peuple, donc un référendum comme on l'a vu ici le 11 et le 18 juin, pour que la constitution soit adoptée. Ou même là-bas, ce n'est même plus 5 ans, c'est 7 ans de mandat présidentiel. Pas de second tour, un seul tour, pas de mandat limité. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance? Et pensez-vous que c'est quelque chose qui, comme moi je le pense, pourrait se proroger à travers le continent? Merci bien, M. Keïta. Je voudrais d'abord adresser mes salutations à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de Mandé TV. Et disons avoir quand même une pensée pieuse pour toutes les victimes de ce qui se passe dans notre pays depuis 2012 et souhaiter pour un rétablissement aux victimes, aux blessés. Maintenant, s'agissant de la question du troisième mandat, il se trouve que j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la question du troisième mandat. Parce que comme Fadima l'a dit, j'avais été chargé par le président Amadou Toumani Touré en 2011 de conduire une réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali. Et la question que tout le monde se posait alors, et les gens m'ont même soupçonné d'avoir été choisi pour ça, c'était de vouloir donner un troisième mandat au président ATT.
Mais la réponse que ma commission a donnée a été très claire. Pour nous, aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire que le seul moyen, la seule voie d'obtenir un changement à la tête de l'État, c'est de limiter les mandats. Parce que comme un président africain l'a dit, on n'organise pas des élections pour les perdre. Bon, donc nous avons été très clairs. Pour nous, 2 mandats, c'est suffisant. C'est suffisant pour quelqu'un qui a un programme. Mais généralement, les programmes, ce sont des programmes de 5 ans. Ce qu'on n'arrive pas à faire en 2 mandats, il est difficile qu'on fasse mieux. Donc, fondamentalement, moi, je suis opposé, disons, au changement de constitution qui ouvre la voie à un 3e mandat. Deuxièmement, j'estime que des mandats trop longs, comme celui que Taoudera vient de faire en Centrafrique, de 7 ans, je pense que c'est un peu trop pour nos démocraties. Nos démocraties qui ont besoin de renouvellement du personnel politique. Et le renouvellement n'a lieu généralement qu'à la suite des élections présidentielles. Donc je pense qu'un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, est une bonne chose pour notre pays. Maintenant, la question de savoir si cela va s'étendre à d'autres pays, je pense que l'exemple du Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal récemment, où les gens ont pensé, à tort peut-être, que le président Macky Sall voulait obtenir un 3e mandat, se donner un 3e mandat, ou se donner la possibilité d'avoir une 3e candidature. Tous les événements qui ont suivi cette situation vont faire que les présidents vont réfléchir à 2 fois avant de tenter d'avoir un 3e mandat. D'accord. Moi, je me permets d'avancer un petit peu. On sait, tout le monde sait, on vous a bien vu monter d'un cran votre communication, notamment sur les réseaux sociaux à l'époque de la révision constitutionnelle malienne récemment. Et puis, à la suite de cela, patatras, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, un claquement de porte, on a vu votre retraite politique. Moi, j'aimerais bien avoir... Ah non, je n'ai jamais... Qu'est-ce qui a causé ça? Bon, je rectifie d'abord, je n'ai jamais parlé de retraite politique. Ah. Je me suis mis en congé du parti. Congé du parti. C'est pas une retraite politique? Non. Dans la lettre que j'ai envoyée au bureau politique national de RDA Mali, j'ai dit que je me mets en congé politique jusqu'à ce que la direction nationale du parti retrouve le chemin de l'honneur. Pour moi, c'était très clair. Jusqu'à ce que le parti retrouve le chemin de l'honneur. Le chemin de l'honneur, pour moi, c'est simple. Nous avons fait en septembre 2022 un séminaire national du parti. Ce séminaire national du parti a décidé que nous devons dire que le président de la transition n'a ni pouvoir ni légitimité pour réviser à plus forte raison, établir une nouvelle constitution. C'était ça une des recommandations du séminaire. Une des recommandations fortes, parce qu'il y en a d'autres. Mais cette recommandation a été remise en cause. Hein? Mise au tiroir. Oui, c'est-à-dire certains, il y a une partie de notre bureau politique, bon, qui à un moment donné a été majoritaire par le jeu de beaucoup de coulisses. Beaucoup de jeux de coulisses. Je ne veux pas aller plus loin. Bon, qui est arrivé à obtenir la majorité au sein du bureau politique et qui a décidé de faire voter oui au parti. J'ai présidé la réunion, je l'ai conduite jusqu'à la fin de la réunion. À la fin de la réunion, j'ai dit donc c'est la décision du parti de voter oui au référendum. Mais moi, il n'est pas question que moi je suive cette décision-là parce que je reste fidèle à ce que nous avons décidé lors du séminaire. Et lors du séminaire, la majorité, ce n'était même pas une question de majorité, c'était l'unanimité du parti qui avait fait le choix de dire que le président de la transition n'avait pas le droit, n'avait pas la légitimité pour changer la constitution du Mali. Voilà pourquoi je ne suis pas donc... Comment dès le départ, à l'unanimité dans le parti, vous opposez à ce projet de changement constitutionnel et qu'au dernier moment, il y a un revirement, comme vous le dites, d'une partie
du bureau. Comment ça peut arriver? C'est difficilement compréhensible pour le citoyen malien quand même. Surtout qu'on essaye de donner un peu de crédibilité, encore une certaine crédibilité à la classe politique qui est très décriée en ce moment. Non, pour le politique malien, ce n'est pas très étonnant parce que il y a ce qu'on appelle ici les visiteurs du soir. Les visiteurs du soir, ce sont des gens qui passent par diverses voies pour entreprendre les responsables des partis politiques et leur faire adopter les positions qu'ils pensent être conformes à leurs propres intérêts. Et il se trouve que depuis que le parti a annoncé que nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord avec le référendum, que nous ne sommes pas d'accord avec la nouvelle constitution, beaucoup des membres de notre bureau politique ont été certainement démarchés, et je l'ai eu plusieurs fois à le dire, ont été certainement démarchés pour les faire changer d'avis. Donc ça veut dire que c'est l'intérêt personnel qui a été... C'est l'intérêt personnel que les gens ont fait prévaloir sur la décision du parti et ce que je considère comme l'intérêt supérieur du Mali. Parce que l'intérêt supérieur du Mali, c'est de veiller à ce que l'état de droit soit respecté. Nous avons dit, et dans nos statuts, et dans toutes les déclarations que nous avons faites, que nous sommes pour la démocratie et le renforcement de l'état de droit. Donc nous ne pouvons pas nous rendre complices d'une violation aussi flagrante de l'état de droit qu'a été l'élaboration de la nouvelle constitution et son adoption pour un référendum. Un référendum qui a été cautionné par les différents, je ne vais pas dire complices, mais je ne vais pas dire les différents soutiens du pouvoir. Oui. Parce que j'ai bien dit, dans la déclaration, la lettre ouverte que j'ai envoyée au président de la transition, je lui ai dit qu'il n'a pas le droit de changer la constitution, mais il en a les moyens. Et après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, j'ai fait une autre lettre pour dire que peut-être qu'il n'a pas compris quand j'ai dit qu'il a les moyens, mais un des moyens, il apparaît clairement qu'un des moyens qu'il a pu utiliser, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que les deux arrêts que la Cour constitutionnelle a rendus à propos sur les requêtes que nous avons eu à lui faire, que nous avons eu à porter devant elle plutôt, en tant que membre de l'appel du 20 février, je ne peux pas dire, je ne veux pas mal parler, mais je pense que c'est vraiment, c'est une honte. D'accord, monsieur Moussa. Oui, monsieur le ministre, moi j'ai une petite question, comme un citoyen. Que pensez-vous de cette transition? Bon, notre position, je vous ai dit que dans le séminaire, il y avait plusieurs thématiques qu'on a développées. Bon, une de ces thématiques était la position du parti pendant la transition. Nous avons été très clairs. Nous avons dit que nous sommes prêts à accompagner la transition. Mais accompagner la transition en l'appuyant sur ce que nous considérons comme bon pour le pays et en dénonçant tout ce que nous considérons comme mauvais pour le pays. Ça, c'est une recommandation forte également de notre séminaire. Et moi, je pense que je suis resté fidèle à l'ensemble des recommandations qui sont sorties de ce séminaire. Et en tant que président du parti, j'avais la charge de travailler pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, pour ce que je pense de la transition, je pense, et nous l'avons dit également lors de notre séminaire, que pour nous, la meilleure transition est la plus courte. Une transition est bonne si elle dure le moins longtemps possible. La transition de 1991, au départ, elle était prévue pour 9 mois. Elle a été prolongée de 5 mois, elle a fait 14 mois. Et pendant les 14 mois, nous avons réussi, parce que j'étais membre de ce gouvernement, nous avons réussi à faire toutes les modifications qu'il fallait faire pour que toutes les élections puissent être faites à temps et que le pouvoir soit rendu à un gouvernement démocratiquement élu en 14 mois. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 3 ans de transition et je ne vois pas très bien comment les élections peuvent se faire. Et déjà des voix s'élèvent pour dire que il faut une nouvelle prolongation de la transition. Certains parlent de 6 mois, de 18 mois. Monsieur le ministre, c'est justement là où je voulais venir. Excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est que
le gouvernement a rencontré les acteurs politiques, même la société civile. On entend maintenant parler d'une prolongation de 3 à 18 mois. Est-ce que cela vous écœure? Et aussi, l'argument mis en avant, le référendum pour lequel même vous êtes contre, qui a traîné les pas, qui n'a pas été fait à date, est mis en avant pour dire qu'il y a donc une incidence, qu'il faudrait aller vers une prolongation. Comment trouvez-vous cette proposition? Et pensez-vous qu'il faut vraiment aller, comme aussi certains le disent, directement à des présidentielles et plus tard convenir des autres élections? L'appel du 20 février, dont je suis membre aujourd'hui, en tant que personnalité indépendante, a été très très clair sur cette question. Nous avons dit non au changement de constitution et oui au respect scrupuleux du chronogramme qui a été proposé par le gouvernement de transition. Donc ce chronogramme précisait comment les élections devaient se succéder et prendre fin, et comment le régime de la transition devait prendre fin en mars 2024. Nous sommes sur cette position, je suis sur cette position, donc je suis vraiment, je ne veux pas dire éclairé, mais je ne suis pas surpris en tant qu'acteur politique, je sais comment les choses un peu se fabriquent, disons clairement les choses, comment l'opinion se fabrique, comment on fabrique les choses pour amener les gens à faire des propositions qui arrangent qui ça doit arranger. D'accord. D'accord, mais en ce moment, moi j'ai envie de demander, disons, il y a certaines personnes qui avancent que le contexte n'est pas le même et qu'aujourd'hui la crise elle est multidimensionnelle et surtout très profonde. Est-ce que aller à des élections assez rapidement, entre guillemets, ne va pas faire en sorte que dans quelques années, quelques mois, on se retrouve encore devant un coup de force? Mais pardonnez-moi, aucune élection n'est plus importante qu'un référendum pour un changement de constitution. Ça, c'était la question fondamentale. La question la plus importante sur le plan politique, c'est le référendum constitutionnel. Ils ont osé le faire dans la situation actuelle du pays. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, dit que depuis 2012, le Mali est dans une situation sécuritaire qui ne permet pas qu'on considère le Mali comme un État normal. Hein? Et qu'on peut bien faire le référendum sans même que Kidal participe, sans même que d'autres parties du pays participent. Si on a tenu un tel raisonnement pour valider, pour justifier le référendum, on ne peut pas tenir de raisonnement contraire juste 2 mois après ou 1 mois après le référendum pour demander une prolongation de la transition. C'est eux qui savent quelle est la situation sécuritaire du pays aujourd'hui. Ils ont décidé de faire le référendum en sachant bien quelle est la situation sécuritaire du pays. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire que non, en 2 ou 3 mois, la situation sécuritaire a complètement changé et il nous faut une nouvelle prolongation de 6 à 18 mois. C'est vraiment totalement... Ok, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est hier, avant-hier, j'ai vu à la télé, les voix s'élèvent actuellement pour demander la candidature du président Assimi Goïta à la présidentielle prochaine. Qu'en pensez-vous? Bon, le président Assimi est un citoyen malien. S'il remplit les conditions pour être candidat, c'est son droit, il peut l'être, s'il pense à remplir les conditions. Mais ce que je dis simplement... Selon vous, est-ce qu'il est rempli? Non, ce que je dis simplement, c'est que il y a la parole qu'on donne. Chez nous, la parole est très importante. Sacrée. Voilà, la parole est sacrée. Et la charte de la transition dit que le président de la transition ne peut pas être candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais tous ceux qui ont bien voulu le faire ont fermé les yeux sur le fait qu'ils savaient très bien que c'est la nouvelle constitution. Un des objectifs de la nouvelle constitution, c'est justement d'ouvrir la porte à une candidature éventuelle du président Assimi. Ils le savaient tous. D'accord. Ok.
Moi, j'ai quand même deux dernières questions me concernant. Assez rapidement, s'il vous plaît. La première question, elle porte sur la participation. Au final, elle est à moins de 40%. Ou, quelque part, Kidal n'a vraiment pas pris part. Il y a même eu un communiqué des mouvements armés. Et aussi la zone de Nara, le village de Kéban où les populations ont eu des couacs avec les militaires russes de Wagner. Donc, cette participation, pour ce tapage qu'il y a eu par le pouvoir au nom de la vulgarisation, au nom du stade du 26 septembre rempli à 2 reprises, est-ce qu'on peut dire non, ça? Rempli une seule fois et puis mal rempli. Oui. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est du tout ça pour ça? Et est-ce que cette grande majorité qui n'a pas pris part, pour les raisons même que vous avez dénoncées, est-ce qu'un jour ça va rattraper le pays? Et ma seconde question, elle porte sur le Niger. Dans la nouvelle constitution, il est écrit que le coup d'État est un crime imprescriptible, condamné. Or, les autorités militaires veulent s'engager pour défendre un coup d'État. Là, je m'adresse aux constitutionnalistes. Est-ce qu'il est logique qu'ils le fassent? Est-ce que vos camarades politiques, chefs de parti qui dénoncent cette situation ont raison? Voilà les deux questions. Je commence par la première. Oui. C'est-à-dire le fait que Kidal n'ait pas pris part au référendum, je l'ai déjà dit dans une de mes réactions après le référendum, j'ai dit que ça ouvrait les portes à la partition du pays. Ça ouvre la porte à la partition du pays. Parce que toute une région qui empêche l'État d'assurer l'ordre, de maintenir la sécurité au sein de cette région et qui lui permet de ne pas participer à un référendum national, ça veut dire que l'État a déjà perdu le contrôle de cette région-là. Donc, le fait que Kidal n'ait pas participé au référendum ouvre la voie, pour moi, à la partition du pays, qui est déjà en marche depuis l'accord d'Alger. Mais c'est un nouveau pas qui vient d'être franchi avec ce référendum sans Kidal. Depuis l'accord d'Alger, vous voulez dire que l'accord n'a jamais été bon? L'accord n'a jamais été bon et nous avons toujours dénoncé l'accord. Et dans une des recommandations de notre fameux séminaire, c'est justement de dire que l'accord est mauvais, qu'il faut trouver un autre texte, il faut trouver un autre accord pour remplacer l'accord. Pas faire une application intelligente. C'est mauvais, il faut qu'on fasse entre Maliens quelque chose d'autre pour régler la crise du Nord. Ça, c'est aussi une de nos recommandations de notre séminaire. Maintenant, ça veut dire donc que moi je suis totalement en phase avec tous les responsables politiques aujourd'hui qui disent que l'État malien n'a absolument rien à faire au Niger. Le coup d'État est un crime imprescriptible prévu par notre constitution. Je suis sûr que dans la constitution nigérienne également, ça doit être la même chose. Donc je ne vois pas comment le gouvernement peut décider d'intervenir au Niger pour appuyer des putschistes qui sont passibles, qui sont auteurs d'un crime non prescriptible, déclaré non prescriptible par notre constitution. Donc je suis contre l'intervention du Mali aux côtés du Niger pour faire quoi que ce soit. Êtes-vous pour le fait que la CEDEAO fasse une action militaire? Certains disent qu'il faut prôner la diplomatie. Oui, si la diplomatie peut régler la question, je suis absolument d'accord. Et si c'est pas le cas? Il y a eu un précédent. Il y a un précédent où la diplomatie a pu régler les choses. En 2012, la CEDEAO a réussi à faire partir Aya. Sous pression, Aya a été obligé de faire une déclaration, disons comme ils ont appelé ça, l'acte solennel du 1er avril 2012, où il a décidé de rétablir l'ordre constitutionnel. Donc c'est à la suite de pressions diplomatiques, économiques et autres, que la CEDEAO a pu obtenir cela du régime du comment ils s'appellent CNRDRE, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon. Daya Sanogo. Voilà, Daya Sanogo. Bon, s'ils obtiennent la même chose du Niger, tant mieux. Tant mieux. D'accord. Juste une question, une dernière pour terminer la série de questions. C'est savoir que vous avez fait un recours par rapport à la nouvelle constitution. On peut savoir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, ou si vous êtes toujours dans la même procédure? Oui, j'ai fait 2 recours.
on a fait 2 recours. D'abord, un recours contre le décret de convocation du collège électoral pour demander l'annulation de ce décret, parce que nous avons toujours dit et nous continuons à le penser que le président de la transition n'a pas compétence pour prendre ce décret-là. Ensuite, nous avons fait, après le référendum, nous avons fait une autre requête pour demander l'annulation de l'ensemble des opérations référendaires. Bon, ces 2 recours ont été rejetés par la Cour. Ça a été rejeté par la Cour sur des motifs que je me garderais bien de qualifier ici. Mais l'histoire, parce que l'histoire des écrits, ça reste, c'est-à-dire que dans quelques années, quand les passions vont tomber, des gens qui vont faire des recherches sur ce qui s'est passé au Mali en 2023 vont se rendre compte que la Cour constitutionnelle, à son habitude, n'a fait qu'obéir aux injonctions du prince du jour. Une Cour constitutionnelle totalement décrédibilisée qui a dit ici qu'on ne peut pas prolonger le mandat de l'Assemblée, quelques jours après, qui revient pour dire qu'on peut prolonger le mandat de l'Assemblée, ça c'était sous Ibeka. Une Cour qui dit au début de la transition que les membres du Conseil national de transition n'ont pas qualité de députés et que les textes qu'ils vont adopter ne sont pas des lois. Et la même Cour constitutionnelle qui, quelques mois après, se déclare recevable, se reconnaît compétente pour examiner une loi organique. Si ce n'était pas, elle avait dit que le CNT n'avait pas le droit de faire une loi. Mais le CNT fait une loi organique qu'on lui amène et elle examine quand même la loi, même si elle l'a annulée, hein, mais elle s'est reconnue quand même compétente pour l'examiner. Voilà. Elle a reçu en la forme et l'a annulée au fond. Mais déjà recevoir ça en la forme, ça veut dire qu'on reconnaît quand même que c'est une loi. Bon, alors qu'il y a quelques mois seulement, il disait que le CNT n'était pas, c'était pas des députés et n'avait pas compétence pour faire une loi. Et je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, qui ont poussé le président de la transition à emprunter une procédure totalement irrégulière et vraiment incompréhensible pour arriver à la nouvelle constitution. C'est parce qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas réviser la constitution, parce que les gens ne sont pas des députés, qu'il a certainement emprunté cette voie. Madame Fadima. D'accord. Moussa, la dernière question que vous ferez, je pense. Oui, monsieur le ministre, franchement, on n'a pas assez de temps, sinon on aurait vraiment aimé continuer avec vous. Mais vous avez pris votre... bon, on n'a pas de retrait politique. Non. Maintenant, vous dites pause politique. Bon, maintenant peut-être pause. Voilà, pause politique. Même pas pause, hein. Même pas pause. Oui. Parce que je suis toujours membre actif de l'appel du 20 février. Oui. Bon, une pause RDA. Voilà, une pause RDA. Voilà. Maintenant, à quand sera levée de cette pause? Donc, j'ai dit quand la direction nationale du parti va retrouver le chemin de l'honneur. Non, le chemin de l'honneur, c'est vague parce que ça, c'est le chemin de l'honneur, il y a un cas pratique. Il y a un cas pratique qui est là. Il y a un cas pratique qui est là. On est en train de demander aux partis politiques de se prononcer sur la prolongation de la transition ou non. Nous, on a toujours dit qu'on est pour une transition courte. On a dit à notre séminaire que la transition devait respecter le chronogramme et prendre fin en mars 2024. Donc, il y a un cas pratique qui est là. Si la direction du parti décide de respecter, comme on appelle, cette recommandation de notre séminaire national, ce sera un premier pas pour retrouver le chemin de l'honneur et j'apprécierais. Mais maintenant, c'est parce que moi, ma préoccupation, c'est quoi? Quand vous prenez votre pause politique, maintenant, les militants qui sont dans votre parti, comment ils jugent votre recul là, ou bien vos points de vue, comment les militants et les sympathisants du parti? Vous savez, M. Traoré, c'est un parti qui est en fait constitué de 4 anciens partis. 4 anciens partis. Historiques d'ailleurs. Voilà, bon, tous ne sont pas des partis historiques. Bon, c'est le parti qu'on a voulu reconstituer qui est historique en réalité. Bon, donc les opinions sont partagées par rapport à ce que j'ai fait. Il y a certains qui estiment que je ne devais pas prendre une telle décision.
Bon, il y a d'autres qui estiment que c'est la décision qu'il fallait prendre. Puis c'est ça la ligne du parti. Je suis sur la ligne du parti. Personne ne peut me reprocher de ne pas être resté sur la ligne du parti 1. Personne ne peut me reprocher de ne pas avoir joué mon rôle de président jusqu'au bout. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai présidé la réunion qui a décidé de voter oui. Et c'est à la fin de la réunion que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette position. Donc je me mets en retrait. Ils n'ont qu'à gérer leur décision comme ils le veulent, mais moi je n'y prendrai aucune part. Donc vous êtes en retrait. La toute dernière pour terminer. Vous êtes toujours à la tête, vous pouvez toujours affirmer devant les téléspectateurs de Mandé TV que vous êtes quand même à la tête de ce parti politique? Non, je dois dire que pour moi, je ne suis plus à la tête de ce parti politique, pour une raison simple. C'est-à-dire qu'après avoir annoncé à la réunion que je me mettais en congé politique, j'ai écrit au bureau politique national pour leur dire de tirer les conséquences du droit de ma décision. Cela signifie simplement que, c'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle, il y a un empêchement temporaire du président. S'il y a un empêchement temporaire du président, c'est le vice-président qui assure l'intérim de la présidence du parti. Donc il n'y a pas un nouveau président, mais il y a un vice-président, le premier vice-président qui assure l'intérim de la présidence du parti. C'est ça la situation du RDA. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré tout ce qu'ils peuvent écrire, il n'y a pas un nouveau président au RDA Mali. Il y a un premier vice-président qui assure l'intérim de la présidence, en attendant que le congé du président prenne fin. Parce que si je décide de venir demain à Réunion, il n'y a plus de président là. D'accord. Votre mot de la fin pour clôturer le face à 3. On retient quoi, le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est que notre pays se trouve aujourd'hui, disons, à la croisée des chemins, comme on aime à le dire. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, à mon sens. Je n'ai pas tous les renseignements. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Ber et ce qui se passe à Gabaria, à l'entrée de Gao, paraît-il, tout ce qui s'est passé à Kouakourou et dont l'armée n'a jamais parlé, bon, tout ce qui se passe dans le centre du pays montre que la situation sécuritaire n'a pas beaucoup évolué durant ces 3 dernières années, malgré tout le matériel qu'on a acheté et tout, et dont on ne connaît même pas le prix. Et il est même, je crois, interdit de demander le prix, le coût de le prix de ce que nous avons, de l'argent que nous avons mis dans les armements. Bon, donc je pense que si l'armée monte en puissance, peut-être l'armée ne voit plus ce qui se passe en bas, ce qui se passe sur le sol. Bon, l'armée monte peut-être en puissance, mais la réalité que nous voyons sur le terrain semble-t-il tout autre. Ça, c'est un. Deuxièmement, le coût de la vie a pris l'ascenseur. Aujourd'hui, peu sont les Maliens qui peuvent s'assurer les 3 repas. Et je ne vois aucune amélioration, ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan alimentaire, et ni sur le plan politique. Parce que depuis le coup d'État du 20 août 2020, ceux qui sont arrivés au pouvoir avec la complicité de certains civils se sont employés à mettre en œuvre une maxime de Machiavel. C'est-à-dire quand tu conquiers un pays, ceux qui sont en haut, tu les rabaisses et tu élèves ceux qui sont en bas. C'est ce qu'ils ont actuellement fait. Tous les partis, non, c'est pas l'alternance. Tous les partis, toutes les forces organisées qu'ils ont trouvées en place, que ce soit les partis, la société civile et autres, ils les ont fait, ils ont essayé de les rabaisser. On a supprimé l'aide publique aux partis. Bon, on ne considère plus les partis, nous sommes tous des voleurs. Tous ceux qui ont fait la politique jusqu'en 2000 sont tous des voleurs, des bandits, des truands qui n'aiment pas leur pays et tout. Et on a fait sortir des gens, je ne sais d'où. Comme. Hein? Comme. Ah ben, Comme. Comme. La nouvelle figure. Voilà. Que vous connaissez très bien, M. Kita. Donc, ils sont en train de.
De pousser comme les champions. De pousser comme les champions. Oui. Avec de l'argent dont on ne sait pas la provenance, dont l'origine, la provenance, qui n'ont jamais eu de parents milliardaires à notre sauf erreur de notre part. Bon, des gens qui sont là aujourd'hui, qui font le pluie et la beauté, qui font la pluie et le beau temps. Le beau temps, d'accord. Bon, donc, et qui veulent coûte que coûte enterrer tous ceux qui ont fait la politique depuis la révolution démocratique. Merci. Mais moi, je pense que les démocrates et les patriotes ne les laisseront pas faire. Mourir Merci de leur beaucoup. belle mort. C'est le mot de la fin de M. Diawara, l'ancien ministre Daba Diawara, et homme politique surtout, voilà, qui reste toujours très engagé à ce qu'on voit. Et on va suivre tout ça, hein, chers collègues. Monsieur Diawara, merci d'être sur le plateau de Mandé TV. C'est un plaisir pour vous. On se dit à une prochaine. La prochaine, ouais. Alors, chers chroniqueurs, pour terminer, pour clôturer tout ça, je pense que c'est bon, on arrive à la fin. Oui, moi je suis quand même très fier. Depuis un moment, cette aventure a commencé avec moi et Moussa. Maintenant, on a la partie de l'invité face à 3. J'espère que M. Diawara reviendra. On va se retrouver même parce qu'il a été l'inaugural. Hein. Et encore, je lance un appel à tous nos abonnés qui sont de passage à Bamako, qui sont au Mali, qui sont d'ailleurs. Ils peuvent nous contacter par nos canaux officiels, que dira Mme Fadima, pour pouvoir prendre part au face à 3. Car c'est aussi une autre façon de lire de façon profonde l'actualité sous tous ses aspects. Exactement. Merci beaucoup, Idrissa, Moussa. Oui, merci à tout le monde, merci à tous les téléspectateurs. Merci à la diaspora dans son ensemble. Je suis le regard. Le message, il est passé. Merci à vous, téléspectateurs de Mandé TV, d'avoir suivi vraiment ce plateau Entretien Brut. Nous avons sur le plateau comme invité Monsieur Daba Diawara, ancien ministre et homme politique malien et chroniqueur. Mes acolytes, ils sont deux. Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée, et Idrissa Keïta, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin, on s'est dit à une prochaine. Entre-temps, restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y consulter notre page YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et aussi, on salue la partie technique d'avoir assuré ce plateau. Au revoir.